Lisa Bonardi a débuté sa formation au Cézanne par un stage. Encouragée par la qualité de l'enseignement, elle a poursuivi sa formation aux arts narratifs dans notre école pendant 2 ans. C'est dans le cadre du projet de fin de cursus qu'est née Pescadu, l'histoire d'un petit poisson intrépide qui décide de partir à l'aventure du monde terrestre, lassé de sa vie de poisson des temps. À travers un récit tendre et amusant, elle raconte le désir d'aventure et d'émancipation qui ponctue les étapes de l'enfance et nous offre à lire un récit qui questionne et qui rassemble. Remarquée par les éditrices d'école de loisirs lors du jury de fin d'année, Pescadu est à paraître le 10 mai prochain. Peux-tu nous raconter plus en détail la jeunesse de Pescadu qui s'est effectuée au Cézanne? Alors, dans le cours d'illustration, Betty nous a fait travailler sur un concours. Fallait écrire et dessiner une histoire en 24 pages. Et le sujet du concours, c'était l'escapade. Dans mes histoires et dans la vie, j'adorais les jeux de mots, les jeux de sons. Et puis, je suis partie assez vite sur l'expression l'escapade de Pescadu. Ça sonne un peu rigolo, ça sonne bizarre, j'aime bien. Pescadu, pour moi, c'était évident que ce serait un poisson, avec la racine un peu poissonneuse, pesque. L'escapade, en fait, c'était un poisson qui sort de sa mare. L'histoire s'est déroulée assez simplement. En fait, j'ai juste dessiné le personnage et je le faisais rencontrer d'autres personnages, je faisais des petites interactions entre eux. La scène avec le petit cochon triste, elle m'est venue pendant un autre cours. Heureusement qu'au Cézanne, on peut griffonner dans nos cahiers pendant les cours. On n'est pas réprimanté pour ça. En fait, j'ai jamais envoyé ce projet au concours parce que j'étais pas dans les temps. Mais finalement, tant mieux parce que ça devient un livre à l'école des loisirs. Ton travail graphique a beaucoup évolué depuis le premier jet. Est-ce que tu peux nous expliquer ton processus de réflexion graphique et comment tu es partie de ton premier jet jusqu'à l'aboutissement de l'album? Je commence toujours par des petits dessins assez frêles, des petits personnages expressifs qui se disent des choses dans des bulles. Et c'est vrai, là, quand je regarde les premiers dessins, les premiers essais, c'est presque invisible sur le papier, c'est dessiné au crayon, c'est très frais, les personnages sont très minces. Et ça, c'était déjà un truc sur lequel me faisaient travailler les profs au Cézanne, de rendre mon dessin un peu plus présent. Voilà, et l'éditrice m'a encouragée à ça aussi, donc j'ai beaucoup travaillé pour arrondir les personnages, les rendre un peu plus vivants. C'est comme ça que je me suis retrouvée à utiliser un outil assez gros, donc les traits sont faits la plus grande partie au fusain. Après j'ai mis de la couleur à l'aquarelle. Avant tu pratiquais pas l'aquarelle? Très peu, très peu. En fait j'ai appris la couleur en faisant ce livre. J'ai appris tellement de trucs en fait en faisant ce livre. Le fait que tu dessines au crayon, que justement tu avais cette peur de la couleur, ça représentait un peu une espèce de peur de ton travail, ou un manque de confiance par rapport à ton travail? Ouais, je pense. Peur, je sais pas, de faire exister le dessin. Mais ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que ce qui a convaincu l'éditrice lors du jury, c'est l'histoire. Donc même si t'avais pas forcément confiance en ton dessin, la narration, elle a toujours tenu debout et ça t'a porté pour l'album au final. L'histoire, j'étais beaucoup plus confiante depuis le début. C'est ça peut-être que l'éditrice a vu, c'est que l'histoire, elle était là, elle fonctionnait bien. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu ce que j'ai appris à la fois au Cézanne et là en faisant le livre, c'est que c'est pas grave d'avoir un dessin un peu bancal. Tant que l'histoire se tient, on trouve comment faire, on trouve des astuces, il n'y a pas besoin d'être ni virtuose, ni parfaitement exact. Je me rends compte aussi en tant que lectrice qu'un dessin naïf, parfois c'est aussi très sensible. J'ai entendu dire que tu étais une grande admiratrice de Jacques Demy. Quelles ont été tes influences et l'inspiration de ton travail de création? Je pense pas qu'il faut chercher du Jacques Demy dans mon travail, mais c'est vrai que ça permet un peu de comprendre mon univers. Les films de Jacques Demy m'ont beaucoup accompagnée quand j'étais petite, quand j'étais ado, et même maintenant encore, plus je les regarde, plus je les aime en fait. Ce que j'aime et ce qui m'émeut dans les films de Jacques Demy, c'est cette façon un peu joyeuse de mettre en scène des choses ordinaires et puis de faire des choses un peu bizarres. J'ai l'impression que je fais un peu ça. Ça correspond assez bien à comment je vis un peu les choses et... Tu veux dire que vous regardez par le même prisme? J'ai l'impression que j'ai ce plaisir comme lui. Ça, beaucoup d'artistes le font, mais j'ai l'impression d'être très proche encore de mon enfance. Et je sais pas si ça se ressent dans Pescadu, mais en général dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'allusions et que mon enfance est très présente en fait. Ça sous-entend aussi que tu as une enfance vraiment choyée? Oui, Parce que l'univers il est hyper réconfortant, je trouve. Oui, clairement. Une enfance heureuse et assez libre. Des parents qui me laissaient faire tout ce que je voulais, même des feux dans mes cabanes quand j'étais toute petite. Du coup, pas trop de limites et ça, on reconnaît dans le livre. Est-ce que c'était important pour toi
dans ta formation étudiante, de retrouver cette liberté-là? Quand j'ai fait le premier stage de Cézanne, en fait c'était aussi un moment de ma vie où je quittais un autre cursus scolaire, où j'ai décidé de me reconvertir. Et en fait aussi on peut dire que j'étais pas très libre avant et que j'en souffrais mais j'en étais pas vraiment consciente. Le fait d'aller au Cézanne et de m'autoriser à dessiner, à raconter des histoires, en fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise et maintenant je me sens très libre. Ce qui, je trouve, aussi fait la singularité de Pescadu et de cette œuvre, c'est l'impertinence des personnages et l'absurdité des dialogues qui vient contraster avec la douceur de ton univers. Et c'est tout à ton image parce que cela offre aussi un regard ancré dans le monde joyeux de l'enfance. Mais comment qualifierais-tu, toi, ton travail et qu'est-ce que tu as voulu transmettre et raconter dans ton récit? En fait, ça m'amuse beaucoup de faire ces petits dialogues bizarres et de choisir des prénoms aussi un peu farfelus. L'intention que j'avais dans l'histoire, c'était de parler d'oser aller vers l'inconnu et vers la nouveauté. C'est un peu ce que j'ai fait en même temps en me lançant dans le Cézanne. Totalement. Puis après, il y a d'autres trucs que j'avais pas vraiment prévus, mais que je vois dans le livre maintenant qui me font rire et qui font plutôt sens. C'est cette façon assez enfantine de faire une généralisation à partir d'un événement rencontré pour la première fois. Par exemple, le premier personnage qui n'est pas un poisson que Pescadu rencontre se présente comme une vache. Qu'à partir de là, pour lui, tout ce qui n'est pas poisson est une vache. Ça, et puis le fait qu'on doit faire des siestes uniquement avec des vaches, cette espèce de décalage un peu naïf que je trouve très mignon en fait chez les enfants. C'est comme si en fait chaque événement, il était dans une case et il structurait tout dans un petit carré, alors que pourtant il est mu par une volonté d'avancer, il découvre au fur et à mesure et il construit son monde à force de découvertes. Ouais, et ça montre bien qu'on apprend, on se cultive, on s'enrichit en rencontrant des singularités. Et même s'il y a des personnages qui sont plus ou moins bougons, malgré tout, ou tristes comme le petit cochon, malgré tout, il n'y a pas du tout une espèce de volonté de confrontation dans l'histoire, c'est toujours hyper bienveillant. Et les personnages arrivent malgré eux à s'entendre, même dans leurs différences et dans l'absurdité de leurs échanges. Et c'est tellement synonyme de l'enfance. Oui, et rien n'est grave. Même les petites déceptions ou la colère du héron par exemple, juste c'est là et ça peut être là et c'est pas grave. J'aimerais que la vie soit comme ça. Je pense qu'on l'a ressenti tout au long de cet échange. Il s'émane une extrême bienveillance de cet album et c'est à l'image de ta personnalité, je trouve, mais également de l'atmosphère qui règne au Cézanne. Comment est-ce que tu résumerais tes 2 années de formation ici? La bienveillance, ça convient bien. Je l'ai senti assez vite en fait quand j'étais venue pour faire mon stage d'une semaine. C'était un stage de technique de l'illustration. Oui, l'atmosphère un peu familiale de l'école. En fait, je crois que ça m'a fait beaucoup de bien aussi parce que après le bac, je suis allée à la fac et j'avais pas du tout aimé cette immensité, cet anonymat là et du coup le manque d'attention, que ce soit entre les étudiants ou de professeurs aux étudiants. Et ça, du coup, au Cézanne, il y a des liens qui se créent forcément parce qu'on n'est pas très nombreux entre étudiants et avec les professeurs. Et ça, je crois, ça m'a beaucoup plu, qu'un peu de famille. Et, par exemple, quand je suis arrivée à la rentrée, les premiers cours, j'avais très peur que les autres voient mon dessin, ou voilà, dans la vie, j'avais très peur du jugement des autres, tout ça. Et en fait, très vite, c'était clair que on était tous différents, chacun a son style de dessin, et même si on n'aime pas forcément ce que font les uns les autres, il y avait une espèce de respect et de soutien mutuel entre les étudiants. Tout le monde avait sa place. Et ça, ça a vachement joué dans l'épanouissement de l'école, je pense, c'est sûr. Puis les professeurs aussi nous considèrent à la fois, je trouve, comme des apprenants. C'est pas écrasant. On était assez ancrés dans la réalité du métier. Du fait que les professeurs ont eux-mêmes leur pratique et qui sont eux-mêmes dans le monde de l'édition, qu'ils soient auteurs, éditeurs, en fait, on profitait de ça tout le temps. Est-ce que quand tu t'es lancée, il y a eu un contraste entre ce que tu attendais et ce que tu as vécu ou ça s'est fait assez naturellement? Non, c'était assez cohérent, j'ai pas eu de grandes surprises, surtout qu'on a eu des cours aussi d'édition et des cours un peu administratifs, la rencontre avec des éditeurs, le paiement des auteurs. J'ai bien vu que dans le milieu, en fait, que ce soit des groupes Facebook dans lesquels se retrouvent les auteurs pour se poser des questions de contrat, des questions administratives, aussi des questions sur l'URSSAF, les déclarations et tout. En fait, on trouve les infos, les gens communiquent entre eux. Donc même si j'avais des questions, des choses que j'avais pas vues à l'école, finalement, c'est un monde assez
bah, c'est aussi un peu une grande famille en fait. Pourtant c'est un métier très solitaire. Le temps de création est reclus. Ouais. La suite, elle est hyper dynamique. Et je m'apprête à expérimenter aussi les rapports avec les lecteurs. Et ça, j'ai hâte de découvrir ça. C'est souvent des adultes qui t'ont fait des retours, mais qu'est-ce qu'un œil d'enfant va regarder, va voir que nous, on n'a pas vu? Bah, j'ai eu le retour de mon neveu. Ah, ouais. Quel conseil tu donnerais aux étudiants de l'école et à ceux à venir? Peut-être un truc que j'ai pu un peu expérimenter, enfin je sentis que ça m'avait beaucoup aidé, c'est d'aller à la rencontre du monde du livre, mais genre vraiment de s'y frotter, d'aller lire ce qui existe, les livres qui existent en librairie, en bibliothèque, d'aller dans les festivals, d'aller parler aux auteurs quand c'est possible, ou même de se nourrir beaucoup de la documentation, que ce soit des interviews, des entretiens dans lesquels les auteurs racontent un peu leur façon de travailler, le processus. Donc ça permet de le comprendre et d'avoir un peu une idée des récits qui peuvent exister en librairie. Typiquement, à Saran, c'était encore avec ce truc un peu familial, quoi, accessible en fait. Et ça c'est trop bien parce que bah voilà, tu peux parler avec des auteurs, tu désacralises un peu et puis le fait de faire des masterclass avec eux, ils racontent un peu des anecdotes de comment eux font leurs livres et je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu as des projets à venir après cet album? J'ai vu Pescadu, moi ça m'a tout de suite appelé une suite. Et tu as fait aussi toute une série donc de petits calendriers autour du petit cochon, donc qui est un personnage secondaire de Pescadu, mais qui est quand même assez intéressant. Et je me demandais si cet album, effectivement, il t'avait tiré vers autre chose. Bah, là, je travaille sur un deuxième livre. Mais c'est vrai que Pescadu pourrait vivre d'autres aventures si ça plaît au lecteur. Moi, je serais ravie de travailler sur une suite. Et sinon, concrètement, là, je travaille avec une amie comédienne et metteuse en scène pour adapter Pescadu au théâtre. Ah ouais? Pour les enfants. Trop bien, trop chouette. Et ton prochain album, en tout cas celui sur lequel tu travailles, c'est toujours un album jeunesse? Oui. Ok. Toujours avec des animaux? Oui. J'aime pas dessiner les humains. Je comprends. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir, nous faire un petit coucou. Donc ton album sort le 10 mai, à retrouver dans toutes les bonnes librairies pour le prochain album. J'ai hâte de voir la suite en tout cas. Et félicitations pour... Merci.